En moi, j'avais jamais cette volonté de toujours rester dans le salariat. Le salariat, je l'aime pour créer du capital. J'ai eu un studio photo sur Paris, j'ai fait des clips de rap, je me suis lancé dans l'imprimerie, j'ai eu un magazine de mode, j'ai eu un magazine économique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? N'allez jamais sur les marchés financiers si vous avez une mauvaise psychologie, un mauvais rapport à l'argent. Moi, je dirais d'aller quand même. Le trading, c'est pas donné à tout le monde, c'est un sport de haut niveau. C'est un week-end où je pense qu'en 2 jours, j'ai perdu 10 ans de ma vie. J'ai eu une tension et pourtant je suis préparé psychologiquement. Chris Dienda n'est pas un trader comme les autres, c'est une machine. Un autodidacte pur jus, un investisseur de l'ombre, devenu une référence dans le game. Dans le milieu, on l'appelle Tonton Chris. Est-ce qu'ils sont vraiment chauds ? Et si tu connais un peu le trading, tu sais que ce surnom n'est pas volé. Des millions d'euros générés, une stratégie unique, des centaines de personnes accompagnées. Ce mec a littéralement craqué le code des marchés financiers. Mais attention, il ne mâche pas ses mots, il est cash, il est brut, il est vrai. Et dans cet épisode, on va parler trading, crypto, argent, sans langue de bois. Alors attache ta ceinture, parce que ce podcast, c'est pas une interview, c'est une leçon de vie et de liberté financière. Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cash. Épisode 3, je vous rappelle le concept pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Dans le podcast Cash, on parle argent, on parle liberté financière, on parle crypto, investissement, entrepreneuriat, bourse. On essaye d'être le plus transparent possible. Je reçois un invité par mois. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir mon troisième invité pour ce podcast, Chris Dienda. Salut Chris, comment tu vas ? Salut, tu vas bien ? Super, merci. Ouais, merci à toi en tout cas pour l'invitation sur ta chaîne, enfin sur ton concept. Et ça fait plaisir. Bah écoute, merci à toi d'être là. C'est vrai que ça faisait un petit moment, hein, Chris, qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Ouais. Il y a plusieurs. Je crois qu'il y a déjà l'année dernière, on était déjà rentré en contact. Déjà l'année dernière. Enfin, 2024, c'est vrai qu'on est en 2025, mais le premier contact, je pense, c'est quand je lançais ma chaîne YouTube et que j'étais à la recherche d'intervenants, et je crois que c'est le moment où tu venais de sortir ton livre, où tu venais de l'écrire, ouais. Un livre blanc, je crois, comme ça, sur la bourse, qui se vend bien aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Je bouquine, hein, j'ai fait une petite recherche. Et donc, c'était ça au début. Donc, je pense que ça fait facilement 1 an. En tout cas, que la prise de contact a été faite, et après, il y a eu des convergences, et après, en plus de ça, on a fini au même endroit, et on continue aujourd'hui d'évoluer un peu ensemble. C'est ça. Alors Chris, avant qu'on aille dans le vif du sujet, je te rappelle le concept de l'émission et de ce podcast, c'est qu'en fait, on va répondre tous les deux à 3 thématiques, 3 questions que la team m'a envoyées, qu'on ne connaît pas forcément à l'avance, et donc on va essayer avec Chris d'y répondre avec transparence, avec humilité, mais en étant cash parce qu'on a des avis assez tranchés tous les deux, et donc on va essayer de vous envoyer un max de valeur. Alors Chris, avant qu'on rentre dans le concept de cette émission, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, en quelques chiffres, qui es-tu Chris ? C'est toujours difficile de répondre à cette question, je vais essayer d'être synthétique, notamment des entrepreneurs comme nous. D'ailleurs, j'aime pas moi le mot entrepreneur, c'est ce nouveau mot là, la tendance. Quand j'étais petit, on disait homme d'affaires. On disait juste homme d'affaires ou businessman, mais tu fais quoi dans la vie ? Je suis un homme d'affaires. Donc voilà, les hommes d'affaires comme nous, hommes d'affaires, femmes d'affaires, hein, pardonnez-moi, je me définis comme quelqu'un qui travaille aujourd'hui autour de la finance. Plus directement comme un trader, compulsif derrière son écran qui prend des positions, ou un spéculateur sur les marchés financiers. Je me définis comme un homme d'affaires qui travaille dans la finance, qui aime développer son patrimoine ou le patrimoine d'autres personnes, et aider pourquoi pas aussi certaines personnes à se développer dans le domaine de la finance, puisque moi je suis quelqu'un, je pars d'en bas, j'ai mes diplômes, notamment que ce soit dans le média, puisque je suis fort à la base dans le média, mais en termes de finance, moi directement, j'ai pas forcément... j'ai appris sur le tas, on va le dire comme ça. Ouais, t'as pas un bagage, t'as pas fait des grandes écoles HEC en finance ou autre. Non. Comme moi, t'as pas forcément un bagage en finance, Ouais. mais tes compétences ont fait aujourd'hui que t'es là. Après, c'est vrai, pour l'audience, bon, t'as été synthétique, comme tu l'as dit, mais t'as quand même une histoire un peu incroyable. Après, bon, allez, Non, mais aujourd'hui, si tu peux en dire un peu plus, parce que il y a 6 ans, je crois, 5-6 ans, t'as vraiment changé de vie. Ouais. Juste si tu peux, quelques mots là-dessus. Allez, donc, je rentre un peu plus. Donc, comme je t'ai dit, ça, c'est la partie synthétique, vraiment, pour être large. Si je rentre dans le détail, et une des branches principales qui m'a en tout cas donné une forte exposition et qui a fait
un basculement de la vie. Donc, je suis un trader sur les marchés financiers, notamment sur le marché de l'or, des indices boursiers et en plus de ça, des crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment ça, c'est mon cœur de métier. Là, aujourd'hui, passé 6 ans, je commence un peu à fatiguer de ça. Mais je viens vraiment de là. Et avant ça, j'ai fait divers métiers, divers parcours. J'ai travaillé aussi bien en tant que job alimentaire à l'aéroport de Genève. Ça, c'est un truc où j'ai notamment beaucoup travaillé là-dessus pour un peu mon personal branding, voilà, donc pour montrer l'évolution sociale. Après, bien entendu, j'ai eu quand même quelques petits métiers dans mon corps de métier. J'ai fait des packaging, je ne vais pas les citer, mais pour des très grandes marques suisses, pour des super produits que vous pouvez trouver dans les pharmacies, dans des boîtes métalliques. Voilà, je reste large, les gens comprendront eux-mêmes. Il y a des designs que j'ai fait particulièrement, que certains, vous ne savez pas aujourd'hui. Moi, quand j'arrive à les reconnaître, je sais ce que j'ai fait. Ou des patchs pour le mal de dos. Ça aussi, ça me parle assez bien. C'est des designs que j'ai fait. Donc, j'ai bien évolué là-dedans. Mais pareil, j'ai pu performer dans le trading parce que malgré tout, ayant un père homme d'affaires, entrepreneur, même un père et son frère et son oncle, donc mon oncle, pardon, j'ai toujours vu que ces gens-là n'étaient pas dans le salariat. Je n'ai rien contre le salariat, mais j'ai toujours vu qu'ils avaient cette liberté de temps et cette liberté d'espace. Et donc, moi, j'ai toujours voulu reproduire ça. Et donc, en moi, j'avais jamais cette volonté de toujours rester dans le salariat. Le salariat, je l'aime pour créer du capital. Je l'aime pour aller chercher des liquidités quand on a des projets, par exemple. Mais après, pour l'évolution, pour la perspective, j'estime que ce n'est pas suffisant. Et que c'est naturellement après, via les marchés financiers, ça m'a ouvert une porte, malgré le fait que j'ai essayé énormément de choses. Je n'ai pas beaucoup raconté ça, mais je vais en donner aussi un peu. J'ai eu un studio photo sur Paris, j'ai fait des clips de rap, je me suis lancé dans l'imprimerie, j'ai eu un magazine de mode, j'ai eu un magazine économique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore en aventure entrepreneuriale, enfin voilà. Ouais, t'as fait plein de choses et c'est ça. Ouais. C'est vrai, quand on est entrepreneur, il y a plein de possibilités. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas une voie qui est possible. On peut faire plein de choses. Donc le tout, les amis, c'est d'essayer. Si vous avez quelque chose à faire, si vous avez envie de faire quelque chose, il faut surtout y aller, il faut surtout avancer. Bon, Chris disait, voilà, il y a 6 ans, il n'était pas dans le trading crypto, bourse, enfin voilà. Et aujourd'hui, tu as su changer un peu ta vie par rapport à ça. Et c'était quoi, alors avant qu'on aille dans le concept, dernière question, c'était quoi l'élément déclencheur du truc, de pourquoi tu as voulu pourquoi c'est le trading? Ouais, pourquoi tu as voulu, parce que c'est quand même, il faut quand même qu'on le dise, et on en parlera encore, mais le trading, ça reste quand même, c'est pas donné à tout le monde, c'est un sport de haut niveau. Ouais, c'est un sport de haut niveau. Je me retrouve dans le trading un peu par hasard. Donc, quand je me retrouve dans le trading, je la fais très simple. J'ai connu le trading par le MLM parce que j'avais vu un gars qui en parlait. C'était l'époque du trading Snapchat. Ouais. J'ai essayé d'échanger avec cette personne-là. Moi, mon père est diplômé d'économie. Donc, depuis tout petit, je sais ce que c'est l'économie. Je parle avec cette personne-là. Franchement, c'est quelqu'un, sans prétention particulière, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas inventer l'eau chaude. Mais vraiment. Mais lui, il arrivait à gagner 1 euro avec ça. Donc, je me suis dit, c'est lui qui gagne 1 euro, moi, je peux en gagner 2. Et donc, en fait, j'ai cherché à creuser. Et tout à l'heure, tu as parlé du chemin de l'entrepreneur. Moi, j'ai explosé dans le trading sans savoir une seule seconde que j'allais exploser dans le trading. J'ai juste fait mon parcours d'entrepreneur. Et il y a beaucoup de... Je le vois aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de ce genre de messages, des jeunes qui me disent « Ouais, mais est-ce que le trading, c'est fait pour moi? Est-ce que... » Je ne peux pas le dire. Fais-le, va jusqu'au bout. Et moi, le trading a explosé. C'est juste parce que ça faisait 10 ans que je me cassais la tête à chercher un business qui me convenait et à trouver une explosion. Donc, c'est venu dessus. Et après, par contre, j'ai pris sérieusement ça au sérieux. C'est pas français de dire ça, mais, non, mais... je peux pas le dire autrement. Ah oui, je comprends. Ok, bah écoute, merci Chris. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Les questions, on va les découvrir ensemble. Alors, première question, Chris, à laquelle on va répondre. Est-ce que les marchés financiers sont la meilleure méthode pour s'enrichir en 2025 ? Voilà. Est-ce que c'est la meilleure méthode, les marchés financiers, pour s'enrichir en 2025 ? Je te laisse répondre à cette question et puis après je vous donnerai mon avis. La meilleure méthode pour s'enrichir, c'est ça ? Ouais, est-ce que aujourd'hui, en 2025, les marchés financiers, la bourse, la crypto, enfin tout ce qu'on peut lier à ça, c'est la meilleure méthode en tout cas pour s'enrichir ? J'ai envie de dire non maintenant, parce que très longtemps, je disais oui à ça, parce qu'en fait, ça soulève une question qu'on ne dit pas dans cette question, c'est quel est l'argent, et quel est le capital, et quel est le rapport à l'argent que tu as ?
Pour moi, c'est les 3 principales questions. On peut faire énormément d'argent avec le trading. Je le dis tout le temps, le trading, c'est pour moi le moyen le plus rapide et le plus exponentiel pour faire de l'argent, pour multiplier de l'argent. J'aime bien dire ça, alors les gens peut-être vont un peu se fâcher, mais moi j'aime bien faire cette blague-là, pour faire l'effet Jésus, le gars qui multiplie le pain et le poisson. Si tu veux faire ça le plus rapidement avec l'argent, c'est le trading qui fait ça, pardon, pas le trading, mais les marchés financiers, tu peux choper des super performances. On a bien vu avec des gars qui ont acheté du Tesla il y a une dizaine d'années, du Nvidia, on est un peu plus vieux que moi, mais nous, Nvidia, on a grandi avec ça, c'est une boîte qu'on connaît tous depuis 20 ans et qu'on n'a jamais pensé à acheter une action. Et aujourd'hui, tu as des gars qui, juste parce qu'ils avaient mis 1000 balles d'NVIDIA il y a une quinzaine d'années, ouais, ça c'est lunaire, tu vois, et un peu sans effort. Je te donne cet exemple-là. Pareil avec les cryptos, pareil avec le trading, c'est une branche spécifique des marchés financiers, mais si j'englobe les marchés financiers, et on parle bien en travail personnel, pas de le donner à un gestionnaire de fonds. Ah non. Ouais, ça, on parle pas de ça. De fonds, on parle de toi-même. Ouais, toi-même. Donc oui, c'est possible, et là, pour moi, maintenant, la principale question, donc pour moi, ça reste toujours la façon la plus rapide de gagner de l'argent, mais maintenant, je le conditionne. Tu démarres avec combien ? Parce que le gars qui démarre avec 1000 et le gars qui démarre avec 10 000 et le gars qui démarre avec 100 000... Ah, c'est pas la même chose. Suivant ton contexte social, héritage, tu démarres absolument pas de la même façon. Et aussi, quel est le rapport à l'argent que tu as ? Je le vois parce que moi, j'accompagne les personnes et les gens pensent que tout le monde a les mêmes situations. Avec mon associé Max, on a tout genre de profils. On a du gars au RSA qui a un peu d'argent de côté, le salarié qui croule pas sous les dettes, mais voilà, qui tape dans le découvert tous les mois. Et tu as ce gars qui ressemble à rien, qui a 450 000 balles parce qu'il a hérité ou parce qu'il a créé une société et il a des liquidités, un excédent de... Comment on appelle ça en termes techniques ? Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui. Un excédent de liquidité et il ne sait pas quoi en faire. Il sait pas quoi en faire. Voilà. Il sait pas quoi en faire. Les 3 là, ils démarrent au même moment. Et ils ne vont pas avoir les mêmes dynamiques, ils ne vont pas avoir les mêmes problèmes. Ouais, il y a tout l'aspect psychologie aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit le rapport à l'argent. Ouais, le rapport à l'argent, la psychologie, c'est important. Moi, je le vois aussi, et on a des gros problématiques, surtout en France, sur ce rapport à l'argent, finalement, où on pense que l'argent, c'est mal, qu'être riche, c'est mal en France. Et donc, c'est vrai que quand on est sur les marchés financiers, et moi qui accompagne aussi quelques entrepreneurs, tu vois que c'est important. La psychologie, n'allez jamais sur les marchés financiers si vous avez une mauvaise psychologie, un mauvais rapport à l'argent. Alors, moi, je dirais d'aller quand même. Parce que moi je suis de cette pédagogie de la correction par l'exemple, ou encore je cite une citation qui dit on n'écoute pas les conseils jusqu'à ce qu'on subisse les conséquences. Ouais. Et donc de mon point de vue dans cette pédagogie là, même si on a une mauvaise psychologie, si on veut devenir bon dans le trading, à un moment donné il va falloir travailler sa psychologie. Ouais, et ça passera forcément par des erreurs, ça passera par tout ça, mais ça peut... Si tu n'as pas la psychologie, ça peut coûter beaucoup d'argent. Oui, ça peut te coûter beaucoup d'argent. Si tu n'as pas le bon truc, le bon conseil ou la bonne psychologie, ça te coûte de l'argent. Moi, ça m'a coûté, je te prends mon cas perso, il y a 20 ans, je faisais du trading d'options binaires. Ouais. D'accord ? Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc les options binaires, les amis, je pariais et à l'époque, je jouais, parce que c'était vraiment un jeu, je jouais sur la baisse et la hausse de l'euro-dollar. Donc, en 30 secondes, je devais dire, j'y connaissais à rien, je comprenais à rien au graphique, et je devais dire si l'euro ou le dollar allait monter, baisser en 30 secondes. Bon, ça a été une épreuve compliquée. J'ai perdu beaucoup à l'époque. Je te dis ça il y a 20 ans, un peu moins de 20 ans, je devais avoir 25 ans à l'époque. J'avais dû perdre 2 ou 3 000 euros, toutes les économies que j'avais. Et puis je pensais, forcément... Et à l'époque, je te dis ça, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. On n'était pas du tout à cette ère-là. Mais je me suis fait avoir, embrigadé par un courtier en plus qui était basé à Chypre. Et donc je ne savais pas ce que je faisais et j'ai cru que j'allais devenir riche. Voilà, bref. Bon. Donc ça a été pour moi quand même une sacrée épreuve. Et du coup, je me suis plus intéressé au marché financier pendant une dizaine d'années parce que derrière, j'étais calmé, tu vois. Donc psychologie quand même, qui reste hyper importante quand on doit aller... Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre le Mika de ça et le Mika qui montre son portefeuille à 1 million d'euros de patrimoine ? Aujourd'hui, c'est simplement 4 ans, 5 ans de travail
5 ans de compétences, je me suis formé avec les plus grands dans leur domaine. Voilà. Et ça, il n'y a pas eu le choix. J'ai pas eu le choix que si j'ai voulu, à un moment donné, changer, ça a été de me former avec les plus grands dans le domaine, que ce soit dans les domaines de la liberté financière en général, mais dans le trading, sur les cryptos, en bourse, je me suis formé avec les plus grands. Donc, il n'y a pas le choix. Si à un moment donné, déjà moi, mon mentor, il m'a beaucoup aidé à tu vois, parler de psychologie, il m'a beaucoup aidé au niveau de la psychologie des marchés, au niveau de l'appréhension des marchés, au niveau de tout ça, ça a été important. Et ça a été un déclic aussi avec ma psychologie et mon rapport à l'argent, tu vois. J'avais un mauvais rapport à l'argent. Ouais. J'ai été entrepreneur, enfin je suis entrepreneur, mais il y a quelques années, moi je dépensais beaucoup d'argent de des futilités, tu vois. Et j'en discutais un jour avec lui, et je l'ai dit déjà dans un podcast, mais j'avais réussi dans le milieu du business sans réussir à comprendre comment ça fonctionne finalement l'argent, et comment réussir à investir l'argent, tu vois. Et j'ai pu exploser les résultats parce que maintenant je sais comment fonctionne l'argent, que c'est un outil et que je sais le faire travailler, tu vois. Ouais. Mais la formation, on a des vrais problèmes avec ça en France, hein, avec le fait de se former. On pense que c'est pas important de se former. Tu vois, tu disais que tu accompagnais des gens. Je pense que c'est important d'être... Ne serait-ce que pour avoir le cadre. Tu peux pas apprendre la crypto ou le trading ou sur YouTube, si tu veux faire de l'argent, juste en regardant des vidéos YouTube ou en lisant des livres. Est-ce que non, t'es pas d'avis à un moment donné, tu dois te faire accompagner pour aller plus vite, pour aller plus loin et pour éviter de faire des erreurs que toi t'as faites ou que moi j'ai pu faire. Je dirais ça. C'est pas que les formations, pas les formations, parce que les formations c'est un autre problème, mais YouTube et lire des livres, les vidéos YouTube et les livres, c'est bien. Et les formations, je mets un peu à côté, c'est bien pour se lancer sur les marchés financiers, c'est bien. Mais je dirais que c'est plus l'introduction pour savoir si ce que tu fais, c'est bon. Il y a des bonnes choses, il y a du bon contenu, il y a du lard du cochon, il y a tout. Il y a des gens qui racontent des conneries et d'autres qui racontent des super choses. Là, je pense vraiment à pas mal de chaînes YouTube. Cependant, si tu veux commencer à avoir des résultats, à un moment donné, c'est pas suffisant. C'est juste pas suffisant. Ouais, je suis d'accord. Parce que tu vois plein de trucs. Par exemple, le conseil, et c'est le conseil qui circule beaucoup sur les réseaux, c'est investis sur le MSCI World ou investis sur le S&P 500, 50 € par mois, et tu seras riche dans 20 ans ou dans 25 ans. Tu vois ? Oui, mais non. Ben oui. Voilà. Ben en fait, c'est ça. Oui, mais non. Oui, mais non. Ouais. Parce que ceux qui disent ça, je suis d'accord avec ce discours de démocratiser. La notion derrière, elle est là, c'est de démocratiser l'investissement et d'inciter les gens, plutôt que de mettre 50 € sur leur livret A, d'aller faire de l'effet cumulé sur du MSCI World, à aller chercher du 4, 5, 6 et pourquoi pas sur du S&P, d'aller chercher, je crois qu'il a une performance annualisée, je crois à 9% le S&P. Mais on s'en fout. C'est juste en tout cas pour inciter les gens à dire, plutôt que de laisser ça dans le compte épargne, voilà. Après, est-ce que tu vas vraiment devenir riche ? Alors oui, si tu rentres sur Excel avec 50 €, tu fais un effet cumulé de 50 € sur 45 années, bon oui, ça sort des chiffres, mais ça reste une bonne approche. Mais après, je pense que ça ne sera pas suffisant. Mais comme tout le monde, quand tu vas commencer à avoir des résultats au bout de peut-être 2, 3, 4, 5 années, ben, il y aura peut-être une augmentation de capital, peut-être une volonté de pouvoir se former. C'est pour ça que je dis oui, mais non. Ouais, non, mais oui, mais non. Et en fait, c'est un mauvais conseil. Et je débattais parce qu'on voit beaucoup de personnes qui échangent là-dessus. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête et ils se disent bon, ben, j'investis mes 100 € par mois dans le S&P 500 et je répète ça. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je parlais de psychologie des marchés. Tu vois, moi, j'excelle dans un domaine sur les marchés, c'est l'analyse technique. Ouais. Et on a tendance à oublier qu'il y a une phase dans les marchés qui s'est appelée la décennie perdue. Et quelqu'un qui avait mis 10 000 € en 2010 sur le S&P 500 et qui faisait du DCA, il a mis 13 ans à récupérer son argent. C'est ça. Donc de 2000, dans les années 2000 qui mettaient... Oui, après le crack, la chute, voilà. Et il n'y a plus rien jusqu'à la crise de 2008. C'est ça. Donc de 2000 à 2013, le S&P a chuté. Donc quelqu'un qui avait investi en 2000-2001 dans le S&P 500, qui avait mis ses 10 000 €, qui avait commencé son DCA, il va récupérer ses 10 000 13 ans après. Ouais. Tu peux pas donner, c'est pour ça que je dis que c'est un conseil bidon, et tu peux pas donner ce conseil parce que derrière, et c'est pour ça qu'il y a cette psychologie, c'est pour ça qu'il y a une tendance et un minimum de formation à avoir, parce que oui, mettre, comme tu as dit, c'est mieux de mettre 50 € dans le S&P 500 que sur ton livret A, mais ça va pas te rendre libre financièrement. Non, voilà, on n'est pas dans ça. Mais
Là où je suis d'accord avec ce conseil, malgré tout, je prends l'opposite. Les gens qui sont full dans le trading, quand je parle avec les personnes, il n'y a pas longtemps, j'ai pris des personnes en appel. Je fais en ce moment là, un truc qui s'appelle Solo Podcast. 2 personnes, 2 gamins, ils ont 25 ans, 5 ans qui sont sur les marchés financiers. Je leur demande, vous avez perdu combien depuis que vous avez commencé? Les 2 me disent 25 000 balles. Bon, c'est des petits Suisses, d'accord? Ouais. Ils ont perdu 25 000 balles. Si c'était des Français, on fait diviser par 3. Mais restons dans le principe. Ouais. On est à 50 000 balles perdues. Ces garçons-là, il y a 5 ans, s'ils avaient écouté un peu ce genre de conseils avec une diversification de portefeuille, j'insiste bien sur ça. Ok, je fais du trading. Ok, je veux faire un peu de crypto. Mais sur les 25 000, s'ils avaient ne serait-ce mis que 10 000 balles sur le MSCI World ou sur le S&P, ils auraient fait de la performance. Il n'y aurait pas grand-chose, mais ils auraient fait quelque chose. La casse, et moi, je dis tout simplement aussi que, et ça c'est très important, on a parlé de faire de l'argent sur les marchés financiers. Les gens oublient trop de traquer leur propre performance. Quand on est encore en bourse, ça va. Les logiciels permettent un peu de faire une traçabilité. Je veux dire, tu ouvres un compte, je vais citer 3 marques pour pas faire de pub, tu ouvres un compte chez Trade Republic, Desgiro ou Boursorama, et tu vois depuis la création de ton compte, ta performance, même si tu le maintiens pendant 6 ans, tu vas toujours le voir. Donc mentalement, tu as toujours ce rapport à l'argent. Quand tu fais du trading, tu ouvres ton compte chez 25 brokers, parce que dans la vie d'un trader CFD ou futur, on ouvre plusieurs comptes, plusieurs sites, et on oublie l'argent que l'on met et on oublie de traquer sa performance. Je veux dire que tu vas faire du trading comme ça peut-être sur une année, tu as mis 3 000 €. Le compte à la fin de l'année, il est par, disons, je vais prendre des chiffres ronds, ce sera plus simple, tu commences, tu as mis 2 000 €. Tu arrives à la fin de l'année, félicitations à toi, le compte est arrivé à 4 500 €. Tu as fait, je me complique pour les calculs, mais disons 4 000 €, tu as fait en gros un bon 100%, tu as fait x2 sur ton capital. Oui, ok. Tu as fait x2 sur ton capital, tu as battu tous tes indices des références, pas de souci, tu as fait ta performance. Ce que les gens, ils oublient de compter, c'est l'effort et le temps mis à l'intérieur qui n'est pas quantifiable. Et, et pour moi, il faut le prendre en compte. Et là, je te parle d'un gars qui a transformé 2 000 en 4 000. Alors que moi, je connais beaucoup de personnes, 2 000, poubelle, il remet, poubelle, poubelle, et puis il a un compte qui explose un peu, et après, il est quand même content. Et il fait ça pendant 4 ans en trading. Ok, tu as battu le S&P. Le S&P, par exemple, je crois, le Nasdaq, cette année, je crois qu'on est à 22% ou une vingtaine de pourcents sur cette année. Pour le Nasdaq, ok, c'est bien. Tu fais des turbos. Peut-être pas du trading, tu fais des turbos, tu dynamises la performance. Oui. Tu as battu le Nasdaq ou pas? Ah, ok. De combien? Il a fait 20, tu as fait 40. Est-ce que tous les efforts de rester derrière l'écran, de bûcher, de taper des stress, des pertes, est-ce que ça vaut le delta de 20%? Ouais. Moi, c'est pour ça. Et si ça, tu n'y arrives pas, va acheter du S&P et du MSCI World. Non, mais c'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde aussi, le trading. Ouais. Et je l'ai dit en début de podcast, c'est un sport de haut niveau. Il y a énormément de psychologie. Quand tu joues avec ton propre... Enfin, quand tu joues, je rectifie, on ne joue pas sur les marchés. Mais quand tu investis ton propre argent et que tu vois les pertes, que tu peux voir les gains, tu peux voir les pertes. Et c'est psychologiquement, si tu n'es pas préparé, ça peut être dramatique, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Je te raconte, là, au moment où on tourne le podcast, le président Trump, il est arrivé. Ouais. J'ai passé le week-end dernier, c'est ça le week-end dernier, le pire week-end de ma vie. J'ai passé le pire week-end de ma vie. C'est un week-end où je pense qu'en 2 jours, j'ai perdu 10 ans de ma vie. J'ai eu une tension, une montée de stress. Bah oui, non, c'est sûr. Et pourtant, je suis préparé psychologiquement. Mais ce qui s'est passé ce week-end-là, Trump qui nous crée un coin à 3h du matin, moi je le vois à 3h22. Avec ma team, on le voit à 3h22. On hésite à rentrer parce qu'on pense que c'est un scam. On le voit à 200 millions de market cap à peu près. On le voit monter 1 milliard et il redescend à 800 000. Il fait 3, 4, 5. On dort, on se réveille, 12, il est listé partout. On se dit on a raté l'opportunité de l'année. Incroyable. Il a fait 800%, je crois, en 24 heures. Un truc comme ça. Mais c'est lunaire, c'est l'actif le plus performant de l'histoire. Et tu as beaucoup de mecs qui ont dit je suis resté toute l'année, j'ai fait des mêmes coins, j'ai fait des cryptos, mais le truc qu'il fallait prendre, je ne l'ai pas pris. J'avais cette frustration-là, j'avais une boule au ventre. C'est pas fini. On dort, le gars il arrive le lendemain, tu as sa femme, je vais dire tu as sa go, mais tu as sa femme, Mélania, qui lance son coin. Ça fait, je reste poli parce que sinon tu ne seras pas compliant sur YouTube, ça fait un désordre pas possible que Solana freeze. Solana freeze, on a USDC en Solana qui dépègue. C'était pour moi la fin du monde. Je me suis dit, ça y est, ça recommence.
tu vis les mêmes choses qu'en 2022 avec Luna et FTX. Encore une fois, ton argent va être bloqué. Encore une fois, tu vas encore devoir faire tout l'effort que tu as fait pendant 4 ans. Mais j'étais pas le seul. Parce que moi, oui, peut-être, j'ai une certaine taille de wallet. Mais moi, c'était pas ça qui me faisait peur. C'était ceux qui avaient des wallets à 7 et 8 chiffres. Eux, je les voyais paniquer. Et là, je me suis dit, ok, si eux, ils paniquent. Voilà. Et je t'ai dit, j'ai passé un week-end où je pense que j'ai perdu 10 ans de ma vie. Donc, les investissements financiers, en termes d'impact de psychologie, et pourtant, j'estime qu'en termes de psychologie, je suis pas mauvais. Je sais la contrôler. Mais là, je me suis fait avoir. Ah ouais. Ah ouais, je comprends. Et Trump, quand je l'ai raté, j'ai dit aux gens que j'accompagne, j'étais tellement frustré que j'étais prêt à mettre 100 000 balles sur les marchés, prendre, je crois, 5 positions en 5 positions en même coin, juste pour le compulsif. Je savais que j'allais les cramer et je voulais les faire. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit, ah tonton, si tu sais pas quoi faire de tes 100 000 balles, au lieu de les cramer, donne-les-nous, on va se les partager dans la communauté. Je te jure, ça m'a fait redescendre et j'ai rien fait. Mais tu vois, comment la psychologie, ça peut... Et pourtant, voilà. Et moi, j'aimerais que tu me racontes, par contre, dans ton parcours de boursier, pas les options binaires, mais est-ce que toi, tu as eu des moments où la psychologie elle est venue aussi t'impacter quand tu as commencé vraiment à devenir rentable? Est-ce que tu as des souvenirs comme ça de journées un peu spécifiques ou... Alors, moi, tu vois, j'ai jamais... Moi, le trading, c'est simple. J'ai essayé au début, swing trading. Alors, moi, je faisais du swing trading d'action. Mais ça demandait du temps. Ouais. Ça demandait du temps. Et moi, j'avais pas de temps. Comme tu le sais, moi, je suis entrepreneur. Mon métier premier, c'est cofonder des boîtes en maintenance industrielle principalement, mais pas que. Mais donc, moi, j'avais pas le temps de faire du swing trading. Donc, j'ai dû trouver, et c'est comme ça que j'ai dû trouver ce qui était, tu le disais tout à l'heure, j'ai dû essayer pour trouver ce qui était fait pour moi. Et c'est en 2020 que j'ai découvert qu'il y avait la bourse, l'investissement long terme. Tu vois, et même moi dans les cryptos, je suis un investisseur au long terme, je suis un holder. Moi. Tu vois, je les achète, je les garde sur le long terme. De temps en temps, je prends des profits. Et la bourse, c'est comme ça que j'ai pu accumuler de l'argent. Ça a été aussi de travailler cette psychologie avec mon mentor et de se dire, moi, t'es pas un trader. Trading, c'est pas fait pour toi. La psychologie, tout ça, je perdais de l'argent, j'étais pas rentable. Ouais. Et de devenir un investisseur long terme, aujourd'hui, si je me lancerais dans le trading et je me remettrais au trading, et ça serait game changer. Ça serait beaucoup plus rentable pour moi, parce que maintenant, j'ai la psychologie qui est là. Tu vois. Ouais. J'ai une méthode, j'ai une stratégie, et donc ça me permet d'accumuler, ça me permet de faire plein de choses. Mais le trading était clairement pas fait pour moi. C'était clairement pas fait pour moi. Donc moi, je suis en mode investisseur. Moi, j'investis sur le long terme. En fait, c'est tout simple. Le but, c'est quoi? C'est de comprendre qu'il y a des techniques qui existent sur Internet. Tu sais, il y a un mec qui s'appelle Meb Faber en bourse. Il a écrit un bouquin et il a passé une bonne partie de sa vie à étudier le portefeuille de Warren Buffett. Mm-hmm. Il a fait la chose suivante, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle un clone du portefeuille de Warren Buffett. Il a pris les 10 actions du portefeuille de Berkshire Hathaway, il les a mis dans un portefeuille et il a regardé la performance que ça donnait sur 15 ans. Et bien, il était plus performant que le portefeuille de Warren Buffett lui-même. D'accord. Il y a Monish Pabrai. Monish Pabrai, c'est un milliardaire américain. C'était le plus grand fan de Warren Buffett. Il a d'ailleurs payé plusieurs milliers de dollars pour assister à un dîner avec son mentor. Il a fait la chose suivante, c'est qu'il a, tu sais, on dit dans les investissements, on pourra parler de ça, c'est copier les investissements, c'est mal. Et en fait, cette personne-là, elles ont montré que copier les investissements des plus gros gestionnaires de fonds de la planète, ça les avait enrichis. Monish Pabrai, il a fondé une partie de sa fortune, c'est un mec qui pèse 100 ou 200 milliards aujourd'hui. Hein. Il a construit une partie de sa fortune à ses débuts en copiant le portefeuille de Warren Buffett. Et en fait, c'est des stratégies hyper simples qui te permettent de dire, je vais récupérer grâce, je vous donne un tips sur YouTube, vous irez regarder, mais grâce à ce qu'on appelle le formulaire 13F. C'est un formulaire où tous les gestionnaires de fonds de plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion sont obligés de publier tous les 45 jours. C'est-à-dire que les portefeuilles, les hedge funds, tous les 45 jours, ils vont indiquer les actions dans lesquelles ils sont investis. Eh ben, le petit particulier lambda, il peut très bien aller faire aussi bien qu'à Warren Buffett en allant tout simplement regarder dans les 10 actions dans lesquelles Warren Buffett, je rappelle que Warren Buffett, c'est le 7e homme ou le 6e homme le plus riche du monde et le meilleur investisseur de la planète. Donc, quelle est la probabilité que tu t'enrichisses
en allant copier le portefeuille de Warren Buffett et ses 10 actions. Moi, j'ai étudié beaucoup ça. Elle est hyper importante. Et même avec le fait d'avoir 45 jours de retard. Ouais, même le fait d'avoir 45 jours de retard. Parce que tu es sur des actions qui sont sur du très long terme. Okay. On prend l'exemple de Warren Buffett qui a investi dans les années 80 dans Coca-Cola. Oui. Aujourd'hui, en 2023, le PDG de Coca-Cola, il a gagné 50 millions de dollars. C'était ce que Coca-Cola lui versait en tant que CEO de Coca-Cola. Warren Buffett, lui, il a perçu 780 millions de dividendes. Oui. De dividendes. Il n'est pas dans la boutique. Non. Il y fait rien. Il fait rien juste, oui. Tu vois. Donc, et c'est un concept fort. C'est toujours l'investisseur qui fait de l'argent. C'est jamais le patron ou le chef d'entreprise. Mm-hmm. Tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Mais beaucoup de psychologie. Donc tu réponds à la question qu'en fait les marchés financiers c'est le meilleur moyen pour s'enrichir. Ouais. Donc oui, c'est ça. Oui, c'est. Par ton exemple. C'est dans mon exemple, c'est un moyen. En fait, c'est le moyen le plus simple. C'est le moyen le plus simple de s'enrichir. Ça, je suis d'accord. Tu vois, vraiment. C'est le moyen le plus simple. C'est pas le plus rapide, mais c'est le plus simple. Parce que ta probabilité de t'enrichir, si tu gardes tes actions ou tes investissements sur 10 ans, 12 ans, que tu es capable de tenir, elle est importante. Elle est vraiment importante. Elle frôle les 90%. Ouais. Il y a toutes les personnes, tous les particuliers qui perdent de l'argent, c'est parce qu'ils vendent, ils savent pas comment. Moi, je le vois. Ils veulent aller trop vite. Ils veulent aller trop vite, ils achètent. Ils achètent en haut, ils vendent en bas. C'est ça, tu vois. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas la psychologie, parce qu'ils n'ont pas la méthode, parce qu'ils n'ont pas tout ça. Et donc, ils voient quelques vidéos YouTube de mecs qui leur disent qu'il faut investir. Ouais. Voilà, tu vois. Et donc, oui, c'est le moyen, pour moi, le moyen le plus simple de t'enrichir. Oui. C'est pas le plus rapide. Après, si tu veux aller plus vite, il faut lancer des business, il faut faire de l'argent, il faut gagner plus d'argent. Mais tu disais tout à l'heure, tu parlais de ton papa et ton oncle, tu as toujours vécu dans ce monde entrepreneurial. Moi, c'était pas mon cas. Juste dire que le salariat, c'est pas mal ou c'est pas une tare et on a besoin aussi du salariat. Mais par contre, après, l'investissement, c'est une psychologie. Oui. Et moi, je connais des salariés qui étaient salariés et qui sont lancés en bourse, en crypto, dans l'immobilier, qui ont quitté leur job. C'est ça le but à un moment donné, tu vois ce que je veux dire. Mais tu as besoin. On a souvent, je pense que tu es comme moi, tu as souvent des petits jeunes qui t'envoient de temps en temps des messages et qui veulent faire de la thune, mais qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de job. Oui. Et moi, je leur dis, mais trouve-toi un boulot d'abord. Trouve-toi un job, fais quelque chose. Tu vois ? Ils veulent sauter les étapes. Tu veux sauter les étapes. Pourquoi tu veux sauter les étapes ? Parce que tu veux t'enrichir vite. Donc, problème de psychologie. Tu n'as pas d'argent, tu fais comme tout le monde. Tu vas prendre un job, tu prends un job alimentaire, d'accord ? Tu vas bosser au McDo, tu vas bosser à l'aéroport, tu vas faire des livraisons Amazon, tu te débrouilles, tu retournes chez ta mère s'il le faut, tu rentres ton appartement, tu réduis ton niveau de vie, tu vends ton iPhone 15 si tu l'as, tu coupes tes abonnements, pareil, là, il y a une personne que je connais bien en Suisse et que j'accompagne, elle voyage tout le temps, toute l'année. Elle fait 4-5 voyages toute l'année. Et je lui dis, mais tu sais que arrête de voyager. Tout cet argent que tu mets, non, mais les voyages, c'est important pour moi, c'est important pour mon mindset, je dois découvrir, regarde, toi, tu voyages et tout ça. Je dis, oui, moi, j'ai commencé à voyager après atteindre un certain niveau. Ouais. J'ai dit, avant, moi, je voyageais pas. Et surtout quand j'ai compris que pour multiplier mon argent, je devais d'abord garder mon argent près de moi, arrête de dépenser, investis. Et tu verras dans quelques temps, tu vas récupérer le fruit de ces investissements. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et notamment, j'insiste pour les plus jeunes qui vont regarder, n'ayez pas honte, là je regarde la caméra, n'ayez pas honte d'aller chercher un travail, de faire un job alimentaire, n'ayez pas honte de ne pas aller en vacances, n'ayez pas honte de ne pas aller en boîte, n'ayez pas honte de dépenser comme vos potes que vous voyez dépenser. N'ayez pas honte de ne pas avoir d'argent ou de ne pas payer forcément un resto pour une meuf ou d'aller pour une meuf aller casser la tirelire. Là, au moment où on tourne, c'est bientôt la Saint-Valentin. Peut-être certains, vous allez craquer. Vous allez mettre, je connais des histoires, mais j'entends tous les jours, j'ai des DM comme ça. J'ai acheté 800 balles pour une meuf ici, une bague. La meuf, elle a pris le truc et c'est parti. Arrêtez ça. Soyez focus sur vous. Concentrez-vous sur vous. Faites de l'argent pour vous. Et sur le long terme, ça va vraiment payer. Et arrêtez de vouloir de sauter les étapes. C'est normal qu'un gamin qui a 20 ans, qui a 25 ans, il soit dans la galère. C'est comme ça, c'est la vie. Le prime de l'homme, ça vient un peu plus tard. Et ben, travaille comme tout le monde. Arrête de pleurer, arrête de sauter les étapes. Sinon, tu vas arnaquer, tu vas voler et tu vas te tromper et tu vas pas y arriver. C'était le message pour les plus jeunes. Mais je suis d'accord. Merci. Alors, on va passer tout de suite
Ouais, parce qu'on a dérivé, mais c'est pas mal. On va passer à la deuxième question. Ça va arriver souvent avec moi. Hein. Ouais. Non, mais c'est le but, de toute façon. C'est le but, c'est qu'on part à la dérive, on part en freestyle. Total. Alors, deuxième question, Chris, pour nous. Ouais. Est-ce que le MLM est une méthode sérieuse pour démarrer dans le trading ? Donc, parce que tu as démarré par là, toi. Oui, donc on parle de MLM de trading. Ouais, MLM dans le trading, ouais. Et ouais, MLM dans le trading. Il y a eu quelques histoires, quand même. Tu peux peut-être nous raconter un peu là-dessus. Je vais dire... Encore une fois, c'est toujours une question de nuance. La maturité, c'est pas bien, hein, parce qu'on commence à nuancer les choses. Il y a quelques années, je répondrais de façon très très cash à cette question. Je dirais, je commencerais par dire non, puis par oui, puis par non. Et aujourd'hui, je dirais oui, non. Aujourd'hui, je dirais non, mais oui. Pourquoi ? J'explique. Pourquoi moi, je me suis lancé dans le MLM ? Parce qu'on t'a parlé de mon exemple. Pourquoi je me suis lancé dans le MLM ? Moi, j'ai compris quelque chose de très simple. Je suis une personne, j'adore parler. Donc, je voulais à la base me faire payer pour parler. Je dis, OK, dans le MLM, si je deviens leader, on va me payer pour parler. C'est une de mes principales compétences. La deuxième, je me suis dit, je n'ai pas assez de capitaux pour me lancer sur des investissements financiers. Donc, je vais aller prendre une rente de MLM. La société avait plusieurs rentes, $500, $1 000, $2 000, $5 000, $10 000, 20 000, 25 000 et 50 000 et ainsi de suite. Donc, je me suis dit, je vais utiliser ma rente de MLM pour mettre l'argent sur les marchés financiers. Quand j'ai atteint la rente de $2 000 sur les marchés financiers, moi, j'ai acheté de l'Ethereum à $100 en balle et j'ai acheté un peu de Bitcoin à $3 000. Donc, si quelqu'un utilise le MLM dans cette même stratégie que j'ai fait pour se constituer un capital, et là, je dirais même n'importe quel MLM, pas un MLM de trading, n'importe quel MLM, oui, c'est une bonne chose parce que ça permet de créer un revenu complémentaire pour te permettre d'investir sur les marchés financiers. Après, est-ce que dans les MLM de trading, la qualité de la formation dispensée, elle est exceptionnelle? Non, il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce que ce sont des MLM à abonnement. Et je viens de là, je ne crache pas dans la soupe. Pour ceux qui vont voir cette vidéo, je ne crache pas dans la soupe. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont dans des sociétés qui vendent des abonnements. Et pour avoir parlé avec plusieurs dirigeants ou plusieurs chefs d'équipe, on ne donne pas forcément tout. Puisque si une personne, tu lui donnes le vrai savoir ou le vrai potentiel, et qu'elle vient vraiment pour faire du trading et pas du MLM, à un moment donné, elle va sortir de la société, puisqu'en fait, elle aura atteint tout simplement un point de rentabilité et elle n'aura plus besoin de continuer à payer un abonnement. Ah oui. Sauf que ça, c'est mauvais pour le business model de l'entreprise. Donc, elle a tout intérêt à garder les gens pour elle. Alors, bien entendu, les leaders qui sont là depuis plusieurs années, eux, ils ont déjà un patrimoine, ils ont mangé un run de Bitcoin, tout ça. Mais après, c'est un business comme un autre. Je ne le critique pas forcément, je l'ai fait. Mais est-ce que... Moi, je pense en même temps que tous ceux qui sont devenus bons par le MLM dans le trading, à côté, ils se sont formés. Ils ne se sont pas formés uniquement sur les choses de la société. C'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que... Est-ce que c'est une méthode sérieuse pour démarrer ? Il y avait eu... Alors, j'ai plus le nom, mais il y a eu tellement de boîtes. Je crois que c'était 2022, 2023 sur Internet. Il y avait un truc qui était en mode... en mode MLM, j'ai plus le nom maintenant. Je les connais toutes, je peux te les citer. En trading, on a eu quoi ? On a eu IML, on a eu Qvera, on a eu MB, on a eu Futures, on a eu... voilà, je parle de tout ça, comme ça on ne pourra pas me faire de procès. Non, mais oui, Futures, voilà. Il y a eu Futures. Il y a eu Omega Pro. Omega Pro, voilà c'était ça, Omega Pro. Mais ça, voilà, merci Chris. Omega Pro, on était envahi. Là, pour moi, on est dans le lunaire. Omega Pro, quand même. Omega Pro, il fallait savoir que je crois qu'il promettait des performances de 300% sur 18 mois. Ouais. Mais tout le monde faisait la promotion d'Omega Pro. Moi, je recevais des montagnes de messages sur les réseaux, sur Insta. Enfin bref, c'était la promotion de ça. Tout le monde faisait les vidéos. C'était hallucinant. Enfin, c'était juste hallucinant. T'as des mecs qui se mettaient des affiches, qui mettaient leur... Hallucinant. Et là, on était vraiment en mode... Et moi, c'est là où les personnes disaient, mais attends, tu peux pas promettre aux gens de faire 300%. On peut pas promettre de performance tout court. Non, mais comme ça, exactement. En 18 mois, 300%, tu mettais 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros... et les gens étaient payés pour ça. Et résultat, alors tout ça, le résultat, c'était quoi, les amis ? C'est que finalement, c'était un scam, c'était une arnaque. Les mecs se sont barrés, je crois, à Dubaï ou je sais plus où. Procès. Ça a été le cascade. Il y a énormément de gens qui ont perdu énormément d'argent avec ça. Donc, MLM trading... Donc, voilà, mais encore une fois, tu vois, là, par rapport... Moi, je viens pas d'Omega Pro. Non, moi, je viens d'une société
quand même, je vais te dire, parmi celles que j'ai citées, là, je ne vais pas forcément faire une aparté, mais là-dessus, c'était un MLM de trading où il y avait juste une académie financière derrière sans produit de rendement. Donc, c'était juste, viens apprendre le trading et forme-toi, et tu payes 150 balles par mois et tu as la possibilité à côté de faire en sorte que cet abonnement devienne gratuit. On n'était pas dans les sociétés comme tu as cité, comme Omega Pro, il y avait aussi EQLian, c'était un peu la même chose, le genre de produit un peu sexy comme ça, où tu fais rien, tu mets de l'argent et tu as un rendement automatique à 300%. Pour aujourd'hui, pour avoir les pieds dans la finance, un peu plus que dans le passé, même en prenant des produits structurés, d'accord, où on va garantir une performance sur le long terme, sur une durée déterminée, déjà, il va y avoir un peu des contreparties, tu vois, donc capital garanti sauf défaut d'émetteur ou avec low strike à 50% par exemple dans l'autre sens. Mais même, on ne va jamais aller chercher des performances comme ça du 300%. Alors, on te fait un produit structuré qui va aller chercher peut-être du 8, du 9. Et si tu as un structureur qui est sexy, pourquoi pas, il te fait un truc à 15 ou à 16. Mais bien entendu, de l'autre côté, le risque aussi de perte et la volatilité sera plus importante. D'accord ? Mais là, on garantissait du 300%. Tu te rends compte ou pas ? Non, mais et le pire, c'est que quand je le critique, il y a des gens qui viennent me dire « Ouais, mais quand même, il y a des gens qui ont gagné de l'argent avec ça. » Oui, ceux qui étaient au début de la pyramide, par exemple. Des gens qui ont mis de l'argent. Ouais, mais... C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que le MLM, je crois qu'en 2022 ou 2023, ou alors c'était ce qu'on voulait te faire croire, c'était le MLM qui crée le plus de millionnaires en France, ou je sais plus, aux États-Unis, enfin je sais plus où c'était. J'aime beaucoup cette stat. Mais c'était... ouais, tu l'as entendu J'aime aussi. beaucoup cette stat parce que j'ai pas commencé le marketing de réseau aujourd'hui. Moi, mon premier marketing de réseau, c'était en 2010, avec une société qui vendait des produits de services téléphoniques. Ouais. On disait déjà, l'entreprise qui crée le plus de millionnaires, c'est le marketing de réseau. Ouais. Tu vas sur le site, je crois c'est Business Home ou un truc comme ça. Et apparemment, bah oui, oui, mais non, c'est une stat. Enfin, je veux dire, tu sais pas d'où elle sort, elle est là, mais c'est une stat, tu vois. Je sais pas ce que ça vaut, mais tu sais, quand tu te lances dans ça et que tu entends ça, bah, tu te dis, oui, pareil, je critique pas forcément le MLM, mais moi, encore une fois, c'est une superbe industrie quand c'est bien fait. Moi, j'estime qu'un MLM qui marche bien, c'est un MLM qui n'est pas agressif. Le truc là qui vend des boîtes en plastique là pour les mamans là. Et Tupperware. Ouais, Tupperware, ouais. Tu t'as entendu, toi, des scandales de Tupperware Non, Ouais. mais parce qu'il n'y a personne qui est venu dire tu vas devenir millionnaire avec les Tupperware. Les gens, ils sont là, ils prennent leurs 80 balles, leurs 200 balles, 300 balles. Tu dois avoir des master distributeurs quand même, il y a un réseau. Mais on s'arrête là. Ouais, parce qu'on est plus en mode, dans ce business-là, on est plus en mode, tu vois, parce que ça se fait beaucoup maintenant, aujourd'hui de plus en plus, en mode ambassadeur finalement. Tu vois. Et je pense que le terme effectivement marketing de réseau, avec tout ce qui s'est passé, tous les scams, tous les arnaques, aujourd'hui ça reste compliqué. Sur cette chaîne et dans ce podcast, je parle aussi pas mal d'éducation financière. Le MLM, clairement, c'est le truc à éviter. Bon, là, la question était sur le trading, mais on peut parler du MLM d'une manière générale. Quand on veut gagner de l'argent, c'est premier pas le MLM, pour moi, est à éviter. Parce que c'est toujours celui qui est en haut de la pyramide qui va gagner beaucoup d'argent. Et tous ceux qui sont en dessous, ils sont dans l'espoir de pouvoir en gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est comme ça que je le vois, le MLM. Je comprends ce que tu dis. C'est toujours celui qui est... Sauf quand tu es dans le cas... Je dis sauf, tu l'as dit sur Tupperware, ou dans le cas d'ambassadeurs, tu en as beaucoup. Toi, tu pourrais très bien imaginer aujourd'hui, sur tes accompagnements, d'avoir des ambassadeurs, et puis des gens qui vont prendre un pourcentage sur des gens qui vont te ramener. Ça reste... c'est une forme de marketing de réseau, mais moins agressif. Il n'y a pas de promesse derrière de gain. Le MLM qui est très agressif, il va y avoir des problèmes, notamment parce qu'un MLM qui est agressif, ça veut dire que la cooptation des membres est agressive. Qui dit cooptation des membres agressifs dit promesse de richesse ou de gain qui est agressif, dit des personnes qui viennent trop uniquement pour... en gros, tu chopes des vendeurs de fenêtres. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, tu chopes des vendeurs de fenêtres. Mais je dirais pas que c'est une mauvaise école parce qu'il y a des choses qui sont bien. Il y a beaucoup de développement personnel que j'aurais jamais fait si j'étais pas passé par le développement, si j'étais pas passé par le MLM. Ça m'a mis le pied dedans. Si tu veux, c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure avec les vidéos YouTube et les livres. Les livres, ouais. C'est bien pour une introduction à l'entrepreneuriat. C'est bien pour apprendre à se connaître, savoir sa résilience, les difficultés. Parce que dans le MLM, tu dois faire une liste de noms. Tu dois commencer à appeler des gens.
peu importe le MLM, tu dois commencer à appeler des gens. C'est quand tu es chef d'entreprise comme moi, et des clients, il faut bien aller les chercher. Donc, tu t'entraînes à la prospection à froid, prospection à chaud. Comment transformer un client qui est froid en chaud. En chaud, tout à fait. Toi et moi, au vu de nos performances sur les marchés financiers, demain, on pourrait lancer, j'exagère un peu, mais tu comprends, on pourrait, pourquoi pas lancer un fonds. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais je simplifie. Et il faut faire de la captation, il faut coopter du capital. Tout à fait. Donc, pareil, il faut prendre des noms, il faut commencer. Donc, je veux dire, tout ce travail-là... Toi, ça t'a aidé, ça t'a servi. Ouais, ça m'a servi. C'est pour ça que je parle d'introduction. Voilà. Et pour certaines personnes, tu as parlé de notion de pyramide. Encore une fois, je répète, oui, mais non. Tu vois, il y a des personnes pour qui ça a très bien marché en étant tout en bas, tu vois. Après, c'est vrai que le timing dans ces sociétés-là, quand elles se créent, c'est toujours bien d'être un peu mieux placé. Il n'y a personne qui va me mentir dessus. Puisqu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle société MLM qui se crée, les appels arrivent dans mon téléphone en me disant « Dienda, on t'offre une place bien placée pour ton truc. » Je vais me tirer une balle dans le pied, mais de toute façon, j'ai déjà dit que je ne reviendrai pas dans le MLM. On t'offre une place bien placée parce que voilà, tu as du réseau. Parce que je sais aussi qu'en étant une figure, on va dire avec un peu d'exposition, tu vas amener des gens avec toi et on te promet un placement tout fait. Je ne rentre pas dans les détails de tous les petits cadeaux qu'on peut te faire en termes de branches, en termes de en termes de connexion, passer tous les gens. Je ne rentre pas dans ça, mais je dis juste que c'est pour ça que MLM Trading, rappelle-moi ta question, c'était est-ce que c'était un bon moyen pour démarrer, une méthode sérieuse pour démarrer dans le trading, le MLM? Une méthode sérieuse, allez, je vais quand même jeter le pavé dans la mare pour quand même clarifier. Au vu des nombreuses sociétés qui ont été très mauvaises en termes de probabilité, si je raisonne comme un investisseur, comme un trader, je suis dans l'obligation de dire non. C'est pas une bonne façon. C'est pas une bonne façon de le faire. Non, mais voilà, les débats et les échanges qu'on a eu là-dessus. On peut un peu faire ça. Mais la question, c'est comme si tu es en train de me dire, est-ce qu'acheter des boîtes du CAC 40, tu peux devenir millionnaire avec? Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc là-dessus, moi, je partage complètement ton avis. On a pas mal échangé sur les MLM, mais c'est vrai que non, pour moi, je considère pas ça. Si tu veux te lancer dans le trading, ne le fais pas via du MLM. Parce que voilà, les phases... toi, t'as été dedans, moi, je l'ai pas été, mais dans le MLM, tu vas pas me dire que t'as des mecs qui ont ta compétence aujourd'hui sur les marchés financiers qui sont dans le MLM. Non, aucun. J'en ai peut-être deux qui me viennent en tête, voilà, mais sinon... D'accord, donc, et des trucs de trading MLM, il y en a partout. Donc, voilà, donc non, mauvaise méthode. Mauvaise méthode, je suis d'accord. Troisième question, Chris. D'ailleurs, parenthèse. Oui, vas-y. D'ailleurs, parenthèse. Si ces personnes qui étaient dans les MLM de trading étaient si bons en trading qu'en MLM, pourquoi ils font du MLM? Ah bah oui, non mais on est d'accord. Mais c'est un business, hein. C'est un business. C'est un business. Alors, dernière question pour finir, Chris. Crypto versus bourse. Si tu devais en choisir un, lequel et pourquoi? Et là, je pense que, les amis, on va avoir un avis, des avis un peu nuancés. Crypto. J'ai signé, je dis crypto. J'ai quand même envie de dire bourse. Encore une fois, je t'ai dit tout à l'heure, la maturité, ça fait que... Mais quelqu'un qui part from scratch, même capital, 10 000, combien de capital? Ouais, je sais pas, 1 000 euros ou 10 000 euros. Allez, 1 000 euros. 1000 ou 10 000 euros. On peut faire les deux. Dans les deux cas, on sera juste déjà. Dans les deux cas, avec 1 000 euros crypto ou bourse, tu vas être très très juste. 1 000 euros en bourse, dans les deux cas, tu vas devoir utiliser un peu de levier pour dynamiser la performance, peut-être au tout début en tout cas. Avec 10 000, tu vas être un peu plus confortable, tu auras un delta, tu auras un margin un peu plus confortable, mais toute proportion gardée, crypto ou bourse, crypto. Moi, je pars sur la crypto. Pourquoi? Parce que le potentiel de rendement et de multiplication, de performance est beaucoup plus élevé sur les cryptos. Encore une fois, malgré tout, et tu pourras me contredire, je me contredis déjà, tu pourras me dire, mais c'est parce qu'il y a une compétence à avoir et il faut savoir ce que l'on fait. Dans les deux cas, si tu ne sais pas ce que tu fais, tu es perdant dans les deux. Mais moi, j'estime que je suis encore plus bon dans les cryptos qu'en bourse, d'accord? On peut faire de l'argent avec les deux. Mais quand même, la crypto, avec tout le dynamisme qu'on a eu, moi, je mettrais quand même plus le focus sur la crypto. Ouais, mais la crypto, c'est sûr, c'est un moyen, c'est ce que je dis, c'est un moyen d'accélérer la performance de ton portefeuille. Oui. Hein?
C'est pour ça que moi, je nuancerais un peu cette question. Tu vois, même toi, tu donnes nuance. Ouais, on ne peut pas dire mais s'il faut faire un choix. Je nuancerai pourquoi ? Parce que la crypto, ça va... Enfin, en général, en matière d'investissement, je pense que ça va dépendre aussi de ta situation. Si tu me dis, j'ai 18 ans, je vis chez papa, maman, voilà. Tu as 1000 euros de capital, et ben je te dis, vas-y, all-in sur les cryptos. Ouais. T'as 18 ans, t'es chez papa, maman, t'as rien à perdre. Vas-y, all-in sur les cryptos. Tu feras de la performance rapidement. Enfin, en tout cas, si t'es pas trop bête. Pas mauvais, ouais. Et si t'es pas trop bête, pas trop mauvais, que tu t'intéresses un peu, t'arriveras à faire quelques bonnes perfs. Maintenant, si t'as une situation, si t'es père de famille, si t'es entrepreneur, si t'es salarié, si t'es tout ça, c'est pour ça que je nuance un peu, tu vois. Faut faire attention. La crypto, alors, faut pas cracher dessus et je crache pas dessus. Moi, je le conseille, tu sais, moi, je le conseille toujours. 15% de son portefeuille en crypto. 15, 20, grand max. Ok. D'accord ? Ouais. Parce que ça va limiter ton risque, mais ça va permettre d'exploser aussi ta performance. D'accord ? C'est tellement volatile, le marché, tu as cité tout à l'heure ce qui s'était passé avec Trump, c'est tellement volatile, il y a tellement de personnes qui n'ont pas la psychologie pour aller sur les cryptos, que nous, c'est peut-être compliqué de répondre à cette question parce que on se considère un peu comme des mecs qui savent un peu ce qu'ils font. Oui. Donc pour nous, c'est plus simple. Mais quelqu'un qui démarrait, qui se lancerait, qui a une situation et qui dit « Moi, je veux de la perf, machin, je vais sur les cryptos ». Le problème des cryptos, c'est quoi ? C'est que tu as toujours la personne qui a l'espoir que la crypto, d'une crypto qui va péter. Qui va péter, oui. Tu vois ? Mauvaise approche psychologique. Voilà. Et donc, comme ils sont dans l'espoir, ils vont sur Internet, sur YouTube, aller regarder des mecs sur TikTok, sur trucs, faire des vues, des machins, sur les cryptos de 2024 qui vont péter. Bon, et les mecs, ils y vont all-in des fois, mettre toutes les économies, mettre 1000 balles là-dedans, et puis ça vient jamais. Tu vois ? Donc, c'est pour ça, et c'est toujours pareil, les investissements, c'est de la probabilité. C'est quoi ta probabilité de t'enrichir, de gagner de l'argent ? Toi, tu fais que ça, entre guillemets. C'est ton métier aujourd'hui. Ouais. Tu fais que ça. Donc, toi, tu vis, tu respires, tu transpires ça. Quelqu'un qui n'est pas là-dedans, tu as besoin d'avoir quelque chose qui fait de la perf, mais tu vois, d'avoir quelque chose d'un peu plus rationnel. Ouais. Voilà. La crypto, ça reste quand même... oui, il y a moyen de faire de l'argent. C'est sûr, quand tu vois ton portefeuille qui explose sur des cryptos... Moi, je te prends mon cas, j'en ai un cas perso. 2019, c'est là que j'ai commencé à rentrer dans les cryptos. J'ai commencé à rentrer dans l'Ethereum au mois de janvier 2019. Il valait 100 balles. Oui, ça. Il valait 100 balles. Il valait 100 balles. Mais à l'époque, moi, j'ai fait comme tout le monde. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai vu un mec qui a dit, tiens, il y a un truc qui machin. J'y suis allé et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que il a dû faire x30 après. En 2 ans. Oui, ça. Donc ça te permet de faire quelques bénéfices. Alors je vais pas être le gars machin, je vais pas te dire que j'ai vendu à 3000. D'accord ? Il y a personne c'est faux. Mais j'ai vendu, j'ai fait un x15, x20 sur l'Ethereum. Ça m'a permis... Au moins tu t'es payé. Ben, je me suis payé. Il y a beaucoup de gens qui se payent pas. Mais, alors pour la petite histoire, cette histoire-là... je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2016, d'accord ? Et forcément, quand tu n'as pas d'argent, moi je me suis lancé sans argent, avec mes associés on s'est lancé sans argent, j'ai dû emprunter de l'argent. Voilà, à titre perso, j'ai emprunté ce qu'on appelle un prêt de trésorerie personnelle. Ouais. J'ai emprunté que j'ai mis dans ma structure pour démarrer. On est en 2016. Je l'ai fait sur 7 ou 8 ans. À l'époque, j'avais 32 ans, pas une thune. C'est l'Ethereum qui m'a permis de rembourser cet emprunt. Ouais. C'est bien remboursé. Hein. Bah oui. Ouais. Donc là, c'était, tu vois, je l'ai remboursé en 2020, un truc comme ça. 2020, j'ai acheté en 2019, un an après, j'ai revendu. Et ça m'a permis de rembourser mon emprunt, tu vois. Donc, mais à l'époque, voilà, j'ai eu de la chance. Donc aujourd'hui, depuis 2020, maintenant, la méthode, elle est complètement différente. Dans mon wallet, je prends que des cryptos, comme je disais tout à l'heure, en début de podcast. Moi, je suis un holder, un investisseur. Donc, j'ai quelques cryptos comme ça. Mais c'est plus aujourd'hui j'ai pas 50% ou 60% de mon portefeuille en crypto, même si je sais que ça fait de la perf. Par contre, quand même, j'ai longtemps cru qu'il n'y avait pas plus performant que les cryptos.
Donc les cryptos, c'est bien, c'est très bien, j'ai longtemps cru. Et là, on est dans le cycle, donc il faut en profiter. Mais pour avoir rencontré certaines personnes qui font que des actions et du stop picking sur des low cap et des middle, des fois, tu en as certaines qui sont beaucoup plus performantes que certaines cryptos. Excepté là, parce qu'on est dans le run et parce que depuis l'élection de Trump, si tu enlèves l'élection de Trump sur 2024-2023, on était sur un marché un peu haussier sur les cryptos. Tu as des actions qui ont nettement plus performé que les cryptos. Et pour avoir vu des performances de mes propres yeux, en bourse, sur les actions, on peut faire des vraies choses. Mais encore une fois, c'est comme avec les cryptos, c'est une question de savoir. La différence, je pense que c'est générationnel. Ça intéresse plus aujourd'hui un gamin d'aller sur un Reddit, d'aller sur un Discord, de papoter avec des inconnus, d'avoir une communauté, d'être fédéré, plutôt que d'aller lire des rapports, des bilans d'expertise, ton formulaire 13F, tu vois, ça fait kiffer personne, non, ça. Je suis d'accord. Aller acheter une boîte qui fabrique dans la Creuse du verre en silicium parce qu'il est utilisé sur la NASA, c'est une super fondamentale. Ils sont peut-être révolutionnaires, mais ça veut dire qu'il faut s'intéresser à la boîte, il faut savoir qui dirige la boîte, les rapports, comme je t'ai dit, tout ça. Et de l'autre côté, versus, tu as le Discord, tu as le Reddit, tu as des mecs qui s'envoient des mèmes, des trucs, des gifs, et il fait de la performance. Et là, il a plus d'intérêt. Donc, c'est plus ou moins, c'est juste que la crypto, c'est beaucoup plus facile pour les gens. Et encore une fois, tu remarqueras, et je te laisse voir avec les personnes que tu accompagnes. Et là, pareil, je vous demande à vous aussi la même chose. Quand tu fais du trading, tu dis aux gens, par exemple sur le S&P ou sur des actions boursières ou sur l'or, parce que moi je suis particulièrement sur l'or, tout le temps, ou les produits pétroliers, tout le temps on me demande, oui mais ils veulent tout le temps s'appuyer sur la technique, ils veulent tout le temps tracer du graphe. Ouais. Moi je leur dis, les gars, mettez quand même un peu de fondamental, parce que c'est pas suffisant sur un long terme de dire, ouais le gold il va descendre à 1500, ou la dernière fois, on m'a fait le coup du pétrole, ouais, le pétrole il va descendre à $30, ou le pétrole il va aller monter à $140. Moi, la question que j'ai posée, je m'en fous de ton graphique. Quelle est la raison fondamentale, ou qu'est-ce qui fera que dans le monde entier, le pétrole tirera à $30 ou montera à $130 ? On était incapable de me répondre. Et j'ai donné un exemple sur le Bitcoin. J'ai dit, quand vous achetez du Bitcoin, quand vous achetez du Solana, est-ce que vous me ouvrez un graphique ? La plupart me répondent non. J'ai dit, pourquoi vous n'ouvrez pas de graphique ? La plupart te font comprendre qu'ils ont bûché sur le projet, ils te parlent de halving, ils te parlent de courbes, ils te parlent que, par exemple, pour Solana, c'est ce qui permet pour les mêmes coins, pour soutenir l'univers même coin. Et je les laisse parler. Et quand ils terminent, je dis, mais tu viens de me définir la fondamentale. Tu achètes un produit parce que tu crois. Et ton graphique te permet d'optimiser ton point d'entrée. Mais je veux dire, les bitcoins, sur tout 2024, donc 2024, je pense qu'on est à peu près peut-être à 30 000 $, peut-être au début de l'année, vous me corrigez, de 30 000 $ jusqu'à 100 000, à n'importe quel moment de l'année, sans graphique, tu achetais, tu es en gain maintenant. Parce que la fondamentale, le dynamisme de marché, le marché est optimisme, il est grid, non, ok, on y va. Optimiser ton point d'entrée, le graphique te permet dans ce cas-là maintenant d'optimiser ton point d'entrée, de savoir, ok, on avait eu le halving, on a eu une pointe à 69, alors c'est vrai que si tu achètes à 69, tu fais à peu près 6 mois dans le rouge, d'accord ? Et à l'élection de Trump, on repasse haussier, d'accord ? Le graphique te permettra par exemple, de dire, rentrer à 69, c'est peut-être pas bon, de prendre une petite correction, peut-être aux alentours des 50. Je crois qu'on a fait une pointe à 40, d'accord ? Et après, on monte. Et là, en fait, les gens font ce travail de fondamental sur les cryptos et l'oublient complètement quand ils rentrent sur l'or, sur l'euro-dollar ou sur des actions. Ouais. Alors, je nuancerai un peu quand même tes propos. Vas-y. Que, comme je te l'ai dit, moi, je suis... Et je suis un gars du technique, hein ? Ouais, je suis très à l'aise avec le technique. Et je vais te dire un truc qui peut paraître fou. Je n'achète aucune action en analysant les fondamentaux. Ok. Je m'en tamponne. Tu traces. Ouais, je trace. Pourquoi ? Parce que un graphe, ça ment pas. Un patron de boîte, ça... c'est... Demain, un Elon Musk, il vient se casser la gueule, il vient mourir, il vient machin, tu vas le voir direct dans ton graphe. Oui. L'impact, tu vas le voir tout de suite. Oui. Tu vois ? Donc oui, ça permet de rentrer dans des meilleures conditions de marché. Ça permet surtout, moi je fais ce qu'on appelle du trend following, du suivi de tendance. Oui. C'est-à-dire que, je suis capable de repérer si une action, c'est un pot de pu, ou si c'est une action qui explose, et qui est surtout
c'est quoi son momentum, sa probabilité à long terme de continuer à performer. D'accord ? Donc, par le technique et par les graphes, tu arrives à voir énormément de choses. Tu arrives à voir la perf de cette action sur 10 ans, son comportement, etc. etc. D'accord ? Donc, il y a des fondamentaux, de savoir qu'elle a fait du BNF, que son PER il est trop haut, que ceci, que cela, tout ça. Moi, tout ça, je m'en tamponne royal. Je vais sur les actions à partir du moment où je sens que la tendance, elle est bonne. À partir du moment où je vois que sur les graphes, il y a des situations intéressantes. Et c'est toujours pareil, c'est quoi la probabilité que ça continue à évoluer avec le temps et dans le temps, tu vois ? Du coup, j'ai une question là qui me vient en tête et je me suis toujours posé cette question-là et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est quoi qui lead ? Est-ce que c'est le graphique qui lead la fondamentale ou c'est la fondamentale qui lead le graphique selon toi ? Parce que généralement, tu remarqueras aussi que les deux se croisent. Tu auras souvent une explosion ou une baisse. Le moment fondamental arrive au moment où sur le technique aussi on avait un point d'entrée. D'accord ? Ouais. Donc, selon toi, c'est qui lead ? Mais je peux pas répondre à ça. Pourquoi ? Parce que t'as des fondamentaux de certaines actions qui puent. Je vais te donner un exemple qui me vient comme ça. Tesla, on a beaucoup par exemple. Ouais, mais je crois que il y a des trucs qui puent, c'est MicroStrategy. Tu connais MicroStrategy, la boîte de Seller, je crois, le PDG qui cumule du Bitcoin. Qui cumule du Bitcoin. Tu parles du business model de la boîte. Ouais. Hein ? Pas du fait qu'il achète des bitcoins. Non. Le business model de Je parle du business model de sa boîte. Je parle de ses fondamentaux, de ses résultats, ses chiffres d'affaires et de ses résultats. Oui. C'est de la daube. Ouais. Mais ça marche. Mais par contre, techniquement, et le fait qu'il accumule du bitcoin, ça marche. Ouais. Tu vois ? Donc des fois, t'as des fondamentaux qui peuvent être de la daube et des graphiques qui explosent. Des fois, c'est l'inverse. Des très bons fondamentaux. Mais par contre, graphiquement, ça fait rien. Ouais. Donc, il y a des boîtes qui sont rentables, mais qui graphiquement font rien parce qu'il n'y a pas assez de volume, parce qu'elle n'est pas intéressante pour les investisseurs. Oui. Donc, ça ne les intéresse pas, donc ils ne sont pas dessus. Donc, du coup, c'est des actions qui font strictement rien, mais qui ont des bons fondamentaux, qui, année après année, reversent des dividendes, etc. Donc, mais il y a ces deux exemples. Tu vois. Il y a ces deux exemples. Mais voilà, moi, en tout cas... Je fais très peu, je fais très peu, je n'en fais pas. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, même si j'en fais dans mon métier, mais analyser des comptes de résultats de boutique, c'est lunaire, ça me gonfle. Ouais. Ça me gonfle. Et d'ailleurs, je déconseille à tout le monde de faire ça. On n'a pas le temps. Et moi, c'est pour ça que j'ai accompagné les gens et que j'ai mis en place des accompagnements, des formations où tu n'as pas besoin de faire ça. Ouais. Parce que le particulier lambda, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps d'analyser le truc. On va aller chercher l'info où il y a des mecs qui sont payés pour le faire. Ouais. Ils sont payés pour le faire. Warren Buffett, il paye des mecs qui lui disent dans quelle action il faut acheter. Même si, tu vois, voilà, on va aller, nous, chercher l'info du hedge fund là, qui a investi là. Pourquoi il a investi là ? Pourquoi il le fait ? Ah ok, il a une perf intéressante. Il y a un peu de fondamental quand même. Il y a des oui, mais tu te sers de l'expérience de mecs. Tu vois, tu te sers des mecs qui payent des centaines de milliers de dollars. Non, mais j'ai pas dit que toi, il faut que tu ailles aussi faire ton analyse. Mais voilà, moi, clairement, les fondamentaux, c'est lié. Je suis d'accord avec toi. C'est lié, mais c'est nuancé de temps en temps quand même. Tu peux avoir des très bons fondamentaux, mais techniquement ça pue. Donc moi, si tu as des très bons fondamentaux et que techniquement ça pue, j'y vais pas. Et on avait ça sur une crypto, par exemple le XRP. Ouais. Pendant très longtemps, on avait... Et c'est pour ça que moi j'avais accumulé un bag monumental de XRP, parce que les fondamentaux étaient bien, mais alors au niveau du graphique et au niveau du prix, il se passait rien. Jusqu'à ce que là ça vienne de péter. Et puis ceux qui ont gardé, ils sont tout contents, tu vois. Ouais. Donc on a ça aussi dans le domaine des cryptos. Mais voilà, c'est pas que du graphique. Et encore une fois, je vais aller un peu dans ton sens. Encore une fois, faut-il encore savoir tracer et interpréter un graphique. Ouais. Mais ça, c'est encore une autre compétence. Non. Parce que s'appuyer sur le technique, oui. Et quand tu ne sais pas placer une trendline ou un Fibo ou lire deux moyennes mobiles, après, on fait quoi aussi ? Non, mais je suis d'accord. Bien sûr. Il y a un minimum de compétences. Il y a quand même des compétences. Et c'est pas juste comme tu les vois dans les trucs sur TikTok, là. Le mec qui sort son cahier de figures artistes et qui fait...
Et puis, comme par hasard, il a la bonne cassure, le bon truc, alors qu'il est en mode replay, le mec, tu vois. Non. Donc, c'est pas ça non plus, l'analyse technique. Non, mais bien sûr, on est d'accord. Voilà, c'est des compétences. Voilà. Et moi, j'ai bouffé du graphe, d'accord. J'ai bouffé du graphe et j'en bouffe encore du graphe. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, oui, j'arrive à faire des choses qui me rendent meilleur investisseur grâce au graphique. Ouais. C'est tout. Mais oui, effectivement, tu as raison. Mais je connais quelqu'un qui achète des boîtes sans graphique. Oui, ça le fait. Il y a les deux. Il y a les deux. Lui, il est à 100% sur alors, il n'est pas vraiment dans, il n'est pas dans fouiller le petit rapport et tout ça, mais il est dans ce que la boîte vend, si c'est positif et si tout ça. Non, mais ça fonctionne aussi. C'est deux approches. Ouais. Deux approches différentes, tout à fait. Donc c'est ça qui fait que, et c'est ça que j'aime beaucoup dans les marchés financiers. Il y a personne qui a la vérité. Non. Il y a plein de façons. Le marché a toujours raison. Le marché a toujours raison. Il y a plein de façons de faire. Il y a plein de produits. Donc, tu vois, tu as parlé bourse ou crypto. Moi, je dis surtout, et je pense, tu l'as dit tout à l'heure de façon indirecte, ce qui a fait ta réussite, c'est que tu as trouvé pas un produit d'abord, tu as trouvé un actif qui te correspondait avec le produit correct. Donc, tu es parti faire de l'investissement, donc tu es parti en spot sur le marché de la bourse. Ouais. Donc, ton actif était les actions américaines sûrement. Oui, bien sûr, que ça. Et ton produit, tu les achetais en spot, au comptant. Ouais. Et c'est ça qui a marché pour toi. Tout à fait. Et les gens oublient que les investissements boursiers, c'est d'abord définir ces deux paramètres. C'est définir, je vais aller sur quel marché et je vais utiliser quel produit. Du CFD, du futur, du spot, du levier, du turbo, enfin bref, du structuré, des options. Ça, après, c'est... Et les gens voient juste les marchés financiers comme le trading en CFD qui est déjà une branche dans une sous-branche. Ouais. Donc, je pense que le plus important dans cette question bourse ou crypto, c'est est-ce que c'est fait pour toi ? Tu as soulevé par exemple l'âge, les connaissances. Moi, je mets aussi ici le rapport à la connaissance, ce qu'on aime. C'est toujours plus facile de commencer par des choses qu'on aime. Je dis, là, ce n'est pas le cas pour nous deux, mais admettons, on travaille en Chine, par exemple, et puis nos métiers font qu'on a besoin de travailler en Chine. Mais le marché chinois, par défaut, tu le connais. Donc, si tu veux commencer à investir, tu vas commencer à investir sur quoi ? Peut-être sur le marché chinois. C'est peut-être plus intéressant dans un premier temps parce que c'est ce que tu connais. Et beaucoup trop de gens veulent investir aussi parce qu'ils sont dans la comment je peux dire, dans la tendance ou dans le suivre les autres. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent trader le gold parce que je le fais, parce que ça marche pour moi, parce que c'est sexy. Oui, mais tu comprends quoi au gold ? Tiens. C'est ça. Donc, c'est ce à quoi il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention, il faut trouver ce qui vous correspond le plus en matière de marché financier, en matière d'investissement, en fait. Et ça, c'est important. Chris, pour terminer un petit peu et clôturer ce podcast, si tu avais un conseil à un jeune qui démarre, qui veut faire de l'argent, qui sait pas comment faire, qui veut faire du trading, de la crypto, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire en premier ? C'est quoi les petits tips que tu lui donnerais, un petit jeune de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui veut se lancer mais qui sait pas par où commencer, comment faire ? Qu'est-ce que tu ferais, toi, le Chris qui a 17 ans, 18 ans et qui veut faire de l'argent Aller chercher la compétence. Mais vraiment, mais particulièrement, aller chercher la compétence. Arrêter de perdre du temps dans des solutions rapides. À 16, 17, si je pense à moi, donc j'ai 35 ans, vraiment, aller chercher la compétence. Arrêtez de chercher les raccourcis, arrêtez de chercher des moyens rapides puisque on vient dans ça pour gagner de l'argent et surtout, de prime abord, oublier l'argent. Alors, c'est contradictoire. J'ai bien compris que pour faire de l'argent sur les marchés financiers, il faut oublier à un moment donné le rapport à l'argent. Il faut arrêter de se lever le matin comme on le fait pour un travail qu'on n'aime pas. Et comme je pense que c'est des comportements hérités qu'on a, des fois aussi de nos parents. Tu as tes parents qui n'aiment pas le travail, tu les vois tous les matins, ils râlent, j'aime pas le travail. Et tu le vois, ils se lèvent et ils partent. Et on pense que c'est normal de vivre comme ça. Et on a cette approche-là, cette approche en tout cas psychologique avec les marchés financiers. Ouais, je le fais pour l'argent. Le meilleur moyen de performer sur les marchés financiers, et notamment, je ne parle pas que pour moi, pour beaucoup de personnes, ça a été le moment où ils se sont dit, ok, l'argent, c'est plus ce truc que je dois courir après, c'est juste un outil qui me permet de le multiplier. Donc, comme j'ai dit, allez chercher de la compétence,
Donc, arrêtez de chercher des trucs faciles, des robots de trading, des trucs qui vont te faciliter, des propres firmes, un gars qui va trader pour toi. On arrête ça, on va se former, quitte à faire des études dans ce domaine-là. Dans ce domaine. Dans ce domaine-là, ça peut être bien aussi. Pensez aussi à un plan de carrière, d'accord, si on veut le faire. Et surtout, arrêtez de croire à l'enrichissement rapide. Il y a des lois de Pareto. Je m'estime être une loi de Pareto parce qu'en 5-6 années, l'évolution que j'ai eue sur les marchés financiers personnels, c'est assez rapide. C'est un domaine où il y a beaucoup de personnes qui ne gagnent pas, beaucoup de personnes perdent de l'argent. C'est pas moi qui le dis, même les statistiques de l'AMF. Oui, les statistiques, c'est 96% des gens. Hein. Voilà, c'est ça. En France, c'est ça, 96%. 96% des gens. Ouais, donc, il n'y a que 4%. Ouais, et ça, c'est vraiment une stat très claire. Ça veut dire que tu prends 100 gars, sur 100 gars qui peut-être regardent cette vidéo-là, il n'y en a que 4 qui vont faire de l'argent dessus. Tout à fait. Il y en a 96 qui ne vont pas en faire. Donc, au moins qu'il y a 15 ans, ou un petit jeune qui rêve, et je lui dirais aussi, point très important, commence à amasser du capital. Débrouille-toi par je ne sais quel truc, mais le plus tôt possible, commence à amasser du capital. Je ne vais pas te dire d'investir, mais je vais plutôt te dire d'épargner, parce que quand tu vas grandir, déjà, ça te permet d'avoir un premier levier pour venir sur les marchés financiers assez rapidement. Mais même dans le futur, ça va déjà commencer à te donner une discipline pour que quand tu vas arriver à une vingtaine, 35 ans, tu vas fonder une société, tu as dû lever des fonds. Ouais. D'accord ? Ceci n'est pas une critique, mais peut-être qu'avec un comportement un peu différent, et de pas beaucoup, hein, peut-être de quelques degrés, tu aurais pu éviter ce crédit et potentiellement avoir tes fonds. Donc, d'être vraiment sur ça. Et dernier point, parce que nous, on a grandi dans une génération où on n'avait pas ça. Nous, pour rêver, il fallait regarder Capital, d'accord ? Il fallait regarder des émissions comme ça. C'est ça qui nous faisait rêver, notre génération. Et même si je suis beaucoup plus jeune que toi, mais pas beaucoup. Non, attends, il est en train de me faire passer pour un vieux. 5 années, il y a 5 ans, il y a 5 ans, mais donc on est même génération. Ouais. Nous, pour rêver, il fallait regarder Capital, il fallait regarder des zones interdites, tu regardais des success stories de mecs qui étaient partis aux États-Unis. Ouais, tout à fait. On n'avait que ça pour rêver. Et de temps en temps, un petit magazine économique, et puis tu avais des clips de rap un peu à côté, et on te parlait de gars comme Trump, que tu sais pas ce qu'il avait fait, mais bon, tu avais des légendes comme ça, et c'était terminé. Nous, on n'avait pas de réseaux sociaux. Non. On n'avait pas Yomi, on n'avait pas Chris Dienda, tu vois. On n'avait pas tout ça qui était là. Ouais, je suis dans mon yacht. On n'avait pas Taylor Swift, tu vois. Je parle des gens comme ça, j'ai pas de problème, tu vois. Mais on n'avait pas Taylor Swift pour te dire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et les petits, eux, ils baignent dans ça. Malheureusement ou heureusement, positif, négatif, tu vois. Ouais, et eux, ils baignent dans ça. Et ils baignent dans des accélérations très rapides. Ils disent que moi aussi, je peux le faire. Et du coup, on en vient à cette vision d'enrichissement très rapide. Donc, dernier point, je le mets dedans, arrêtez de trop être sur les réseaux sociaux ou de trop croire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ouais. Je dirais ça. À moi, de 16 ans, dans le monde d'aujourd'hui. Bon, super. Bon, Chris, pour te retrouver, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais naturellement, je vous mettrai les amis ou les liens où vous allez pouvoir retrouver Chris. Donc, tu es sur YouTube, tu es sur Insta. Ouais. Telegram aussi. Telegram. Tu as lancé aussi, je crois, il n'y a pas très longtemps, un concept cash ou pas cash sur YouTube. Qui est presque pareil. Et donc, c'est plutôt pas mal. Je suis allé voir, les amis, le premier épisode, première vidéo. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc, je vous encourage, les amis. Je vous mettrai le lien de ça. Et c'est top. Donc, voilà. En tout cas, merci à toi, Chris, pour cet échange, pour ce partage. Ouais. Et voilà, c'était hyper intéressant d'avoir ton œil un peu de trader crypto et de partager un petit peu d'investisseurs sur les marchés financiers. Ouais. Mais c'était important. Parce que je suis tombé amoureux des actions quand même sur les 2 dernières années. Ah ouais, ok, bah c'est bien, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà, merci Chris. Et puis, à très bientôt pour un prochain podcast. Merci bien.